C'est pas l'idée de voyager vraiment. Moi, c'était des centres d'intérêt que j'avais envie de connaître. L'Afrique, parce que j'en rêvais étant gosse. Hein. Et puis après, d'autres pays qui m'intéressaient, comme le Vietnam, par exemple. Moi, j'ai connu toute l'histoire de la guerre du Vietnam. Donc, j'ai passé ma jeunesse à entendre parler de cette guerre. Et c'est vrai que quand on a pu aller au Vietnam, c'était quand même intéressant d'aller voir ce pays. Puis l'Inde, par exemple, j'ai un très bon ami qui est un grand spécialiste des antiquités indiennes et qui m'avait toujours donné envie d'aller en Inde. Mais j'allais en Afrique et l'Inde, ça me paraissait tellement différent que je me sentais pas prêt d'aller en Inde. Et c'est vrai, j'ai bien fait d'attendre, parce que c'est quand même un gros morceau. Il y a d'autres pays qui sont arrivés un petit peu par hasard, mais le bon hasard, quoi. Parce que le Japon, ça a commencé par une exposition. L'exposition que j'avais fait à la Fnac, dans les Fnac, qui s'appelait Paris Couleur Nuit, qui était une série couleur extrêmement rare à l'époque pour moi. Et cette expo a été reprise au Japon, à Tokyo. Donc premier voyage, invité par cette galerie. J'ai trouvé le pays vraiment intéressant parce que je suis resté un peu plus longtemps que l'expo, que pour le vernissage. Et j'avais commencé à faire des photos et j'y suis retourné 3 fois après. Donc, je suis allé 4 fois au Japon parce que j'aimais bien ce pays, mais c'était, je crois, le sommet de la réussite japonaise. C'était les années 90. Et là, le Japon était au summum de sa notoriété, etc. Bon, c'était le pays moderne, le pays où tout se passait, enfin, sur le plan technologique en tout cas. Et en plus, les gens sont adorables. Et j'ai eu un contact assez facile avec les gens. Donc voilà, j'ai eu envie d'y retourner. Alors après, il y a eu d'autres commandes au Japon. Les routes du lait proposées par le CIDI, le Centre de documentation sur les produits laitiers en France, qui nous a envoyé 6 photographes aux 4 coins du monde photographier le lait. Et quand on m'a demandé où je voulais aller, j'ai dit le Japon. Je savais qu'il y avait quelques fermes, mais j'avais surtout envie de retourner au Japon. Pour finir sur ces voyages, moi je dis c'est pas le voyage en lui-même, c'est parce que je trouvais de quoi photographier. Et après les voyages chez les Pygmées Aka ou le peuple Peul, etc., sont des voyages que j'ai faits à un endroit précis pour photographier, rencontrer ces gens-là et les photographier. C'est pas le voyage pour le voyage, je suis pas très voyageur, mais par contre, j'avais envie de découvrir des choses qui effectivement sont loin, donc qui demandent à prendre un avion. Le Japon, c'est les gens, hein, et les gens dans leur environnement urbain. C'est ça qui est le plus intéressant, enfin pour moi. Après, c'est les gens, mais toujours le rapport des gens avec leur terre, je dis pas la nature, parce que la nature c'est un terme abstrait général, mais leur terre, vraiment, des gens qui ont les pieds sur terre, mais leur terre, des agriculteurs au Mali, ou des éleveurs au Mali, les Peuls, des agriculteurs au Maroc, ou des pêcheurs au Vietnam, ou qu'est-ce qu'il y a, des cueilleurs, chasseurs-cueilleurs, comme les Pygmées Aka en Centrafrique. Voilà, donc les gens, oui, mais les gens qui ont un rapport avec ce qu'on appelle en gros la nature, quoi. J'ai basculé pour un travail à faire. Avec l'agence Vue, on était quelques photographes à photographier l'Opéra de Paris, le Palais Garnier. Et en visitant le Palais Garnier, en me disant qu'est-ce que je peux faire d'original, de personnel sur ce lieu? Est-ce que c'est les gens au travail? Est-ce que c'est le lieu lui-même? J'ai dit oui, c'est le lieu lui-même. Et dans le lieu, j'avais appris qu'il y avait 36 sortes de marbre. Et on les voit, il y a des colonnes qui sont noires, comme ça, puis à côté, il y a une colonne qui est plus dans les rouges, etc. Bon, sans parler des couleurs même, mais les formes, les matières, etc. Et je me suis dit, ça, je sens un truc autour de ça, mais
Je le sens pas en 24-36, il y aura pas une belle matière, il y aura pas une finesse, etc. Donc pour travailler sur le Palais Garnier, je me suis mis au 6-6. Et puis j'ai pu quitter le 6-6 après. J'ai trouvé un instrument qui me convenait bien, ouais. C'était ni trop lourd, parce que j'avais essayé une fois ou deux des photos à la chambre, mais non, c'était trop compliqué, trop lourd, etc. Et le 24-36, je trouvais que j'arrivais à un moment où je trouvais que c'était un peu trop bloc-notes, un peu trop facile même, je dirais. Et le 6-6 correspondait mieux. En plus, il y avait deux autres intérêts. C'est qu'il y avait une plus grande finesse du négatif, puisqu'on l'agrandissait moins. Donc une plus grande finesse des images, des tirages. Et ça, j'aime beaucoup, moi. Et puis le format carré. Et c'est vrai que le format carré, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça cassait un peu une règle du jeu. C'est une règle du jeu nouvelle. Le 24-36, des rectangles, on en voit partout. Les écrans de télévision, je parle même pas des téléphones portables ou des écrans d'ordinateur, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, mais tout est rectangulaire. Le cinéma était rectangulaire, le pare-brise d'une voiture, c'est rectangulaire. On voit le monde en rectangle. Et le regarder en carré, c'était un challenge intéressant, je trouvais. Et moi qui m'intéressais pas mal à l'espace, traduire l'espace dans un carré, c'est un challenge. Et j'aimais bien relever ce challenge. Au hasard. Oh bah, au hasard. Boko, c'est le pygmée que j'ai photographié tout seul, comme ça, au lever du jour. Il se réveillait et il allait voir quel temps il allait faire, quoi. Et savoir si on partait à la chasse de bonne heure ou pas, enfin bon, voilà. Et moi aussi, j'étais debout, je me lève toujours assez tôt parce que c'est les lumières du matin que je préfère. Et voilà, c'est la photo emblématique de mon travail sur le peuple pygmée, ça. Je peux en prendre une autre au hasard, allez. Ah ben là, on tombe sur l'Etna. Ça a été réalisé dans le cadre d'une bourse Médicis sur les Bures. C'est en 92 et j'avais fait tout le travail sur le Sahara en 82. C'est pas si vieux. J'avais envie de retourner sur des terrains comme ça, un peu vierges, un peu bruts de décoffrage. Et l'Etna, c'est vraiment ça, quoi. C'est un territoire extraordinaire, quoi. Et là, je suis allé aux 4 saisons. Donc il y a des photos avec de la neige comme celle-là. Et puis ça, c'est le sommet de l'Etna. J'étais grimpé jusqu'au sommet, 3300 mètres quand même. Et donc c'est un gros travail, vraiment, alors un peu comme le Sahara, sur le minéral et sur des territoires comme ça, complètement vierges, complètement bruts. Je vais la choisir, la dernière. Oh, bah allez, celle-là, le littoral. En France, quand j'ai envie d'aller passer 3 jours comme ça, faire des photos, en général, je vais sur les bords de mer parce que ce que j'aime bien, c'est ou la montagne ou le littoral. Alors, le littoral, pour moi, c'est pas d'aller se baigner, hein, j'ai horreur de ça. Mais la mer, la limite entre la terre et la mer, c'est quand même impressionnant. Et les états de la mer et les accidents des terrains qui l'abordent, voilà, tout ça, c'est intéressant. La montagne aussi, mais il n'y a pas de montagne tout près de chez moi, donc c'est plus compliqué. Mais la mer. Et là, c'est Dunkerque. Mais il restait une baraque comme ça, avec 2 vitres où on avait marqué tous les parfums des glaces en vente. Mais là, ils vendaient plus de glace, et il y avait juste cette vitre avec tous les parfums de glace. Et donc j'ai fait cette photo du rivage à travers la vitre. Voilà. Le Japon. Le chemin de la philosophie à Kyoto. J'ai fait cette photo comme ça en me promenant. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, que ça s'appelle le chemin de la philosophie. Et j'ai rencontré cette petite dame très âgée qui est sur un banc et qui lit. Et cette photo, je l'ai exposée au Japon. Et quelqu'un est venu me voir en me disant, vous savez qui est cette dame? Ah non, je ne sais pas. Et c'était une dame qui avait été grand maître d'un art martial pour les femmes. Il y a des rencontres extraordinaires, hein, parce que je suis sur le chemin de la philosophie et je rencontre cette dame âgée d'une grande sagesse, visiblement, et qui était un grand maître d'art martial. Photographie notamment, ça change un petit peu. Merci.
Je vais laisser la parole à notre adjointe et également ensuite à Bernard qui vous parlera de son exposition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Élise Pereira-Nunez, je suis adjointe au maire de Tours. J'excuse Monsieur Dupin et Monsieur Denis qui, je pense, manquent quelque chose d'exceptionnel ce soir. Et nous, on est là pour en profiter. Je vous remercie d'être présents. Alors, on sait que c'est les vacances, donc tout le monde n'est pas là, mais en tout cas, vous êtes là avec nous. Et cher Monsieur Bernard Descamps, vous êtes, comme on peut le voir sur vos photos, à la fois un homme de la Touraine, mais surtout un arpenteur du monde. Monsieur Descamps est installé à Chinon, et vous avez été l'un des fondateurs de l'agence photographique Vue. Comme on peut le constater ce soir, votre travail photographique vous a mené en Afrique, au Maghreb, en Inde, en Chine, au Japon, en Islande, en Belgique, mais aussi à Saumur, à Dunkerque, à Berck. On a vu une magnifique cabane abandonnée sur le sable, que j'ai trouvé extrêmement touchante et drôle, cette photo. Bref, vous avez parcouru presque les 4 coins du monde, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on n'est pas loin de fermer la boucle. Vous photographiez en noir et blanc, principalement au format carré, finalement une pratique peu courante chez les photographes. Donc merci également à Château Tours d'accueillir cette expo. J'en parlerai plus tard, mais c'est plutôt inattendu et on aime être surpris ici. Vous photographiez le monde, et vous photographiez aussi les gens, les animaux, les choses, le ciel, la mer. Vous avez une approche vraiment particulière, une approche qui permet d'identifier votre patte photographique auprès du public. Et on peut y voir, je pense que vous serez d'accord avec moi, hein, même ce qu'on pourrait appeler des calembours visuels. Il y a des photos qui déclenchent vraiment des sourires, voire des éclats de rire. Je pense notamment à tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, excusez-moi, mais presque des photobombes au niveau des pyramides où on a ces animaux qui apparaissent soudainement. Alors, vous nous révélerez peut-être si c'était prévu ou non, mais on aime vraiment l'humour de vos photos et aussi vos visions très poétiques. On pourrait imaginer que ce sont des scènes d'éléments ordinaires, mais ordinaires et également incongrus, qui peuvent déclencher, comme j'ai dit, des sourires, mais aussi des souvenirs. Si on est tourangeau, mais si on a aussi également voyagé. Elle raconte notre histoire, et peut-être même des milliers d'histoires, puisque on peut chacun s'identifier ou non aux scènes que l'on voit, mais quelles que soient les personnes dans ces images, dans ces photos, et les peuples que vous représentez. Quand je vois tous les paysages, notamment aquatiques, vous nous invitez à naviguer avec vous et être témoin des mêmes scènes que les vôtres. Donc merci de nous faire voyager avec vos photos, et je pense qu'on aimerait peut-être parfois voir le monde avec votre regard, celui que vous portez sur le monde. C'est aussi un monde où la patte de l'homme est très éloignée. Donc pour ma part, j'ai trouvé vos photos extrêmement apaisantes. Je vous en remercie et inspirantes. C'est un voyage de 50 ans de carrière. Donc on peut peut-être préciser que ça ressemble presque à une rétrospective, mais elle est très loin d'épuiser vos œuvres. Il y a 137 photographies représentées sur les murs du château, et le public peut également les emporter avec lui, grâce à la publication d'un catalogue de l'exposition publié par Filigrane Édition, dont le directeur Patrick Lebeston est ici présent ce soir. Et nous le remercions pour sa présence et le très beau travail autour de cet ouvrage qui fera date parmi vos très nombreuses publications. Et on est à 2 mois de Noël. C'est au passage. L'exposition aura également l'occasion de voyager elle aussi, puisqu'elle sera présentée à l'Imagerie de Lannion, je viens de l'apprendre, au Centre d'art photographique coproducteur du projet à l'automne 2023. Donc je salue donc Monsieur Lilian Froger, présent parmi nous également. Je vais m'arrêter là, je vais vous donner la parole parce que c'est plus vous qu'on a envie d'entendre que les élus, c'est même souvent, je dirais. Mais je tiens à remercier les équipes du château, en particulier Monsieur Christian Favreau, le directeur, Messieurs Guillaume Jotrou, Franck Ham et Régis Le Maréchal de l'équipe technique, et enfin Monsieur Brice Lasso, et toute l'équipe d'accueil et d'entretien du château. Je vous remercie et je passe bien sûr la parole. Que dire de plus? Merci d'être venu en tout cas. Oui, il y a une petite idée de rétrospective, c'est-à-dire d'aller voir dans des années déjà lointaines. Et ça, je dois remercier le confinement pour ça, parce que ça a permis d'aller fouiller dans les archives, puisqu'il était difficile de sortir. Et en plus, je fouillais dans les archives sans entendre la moindre voiture, le moindre avion, et en n'entendant que des oiseaux dans le jardin. Donc c'était vraiment formidable. Et ça a été le début de ce travail de recherche de choses un peu anciennes, et puis de se dire, il y a peut-être un fil conducteur autour de tout ça.
Et voilà, donc petit à petit, ça fait plus de 2 ans donc, que j'ai commencé cette aventure de créer ces séries d'images et de faire une maquette de livre. Et voilà, et aujourd'hui l'expo existe, le livre existe, et je suis très très content de tout ça. Ça représente une grosse partie de mon travail, mais pas tout, parce que déjà, il n'y a que du noir et blanc. Alors le noir et blanc correspond à ce que je fais pour moi. Tout ça, c'est des choix personnels de photos. Ce n'est pas des commandes, mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour des magazines ou d'autres commandes. Et là, c'était très souvent en couleur, donc il manque tout ce qui est couleur. Et puis, il manque aussi des séries plus expérimentales que j'ai pu faire, comme par exemple un travail avec le docteur Drilevic à l'hôpital de Chambray-les-Tours, en psychiatrie, où j'ai fait des portraits des gens, et qui était pour moi une expérience très très enrichissante d'être face à ce genre de personnes. Et il y a une série qui existe et que j'aime beaucoup, mais qui est un travail très à part, qui n'irait pas avec ça, parce que ça, c'est un travail de grande liberté, de promeneur aux aguets, on va dire, quelque chose comme ça. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que je ne suis pas un voyageur, j'aime pas du tout voyager, mais les sujets qui m'intéressent sont souvent loin. C'est vrai que quand j'étais gosse, je rêvais d'Afrique, et bien sûr que j'allais y aller, et j'y suis allé beaucoup parce que j'en rêvais. Et là, ça ressemble à des voyages, mais en réalité, c'est le peuple pygméaka qui m'intéressait et que je voulais rencontrer. Une fois sur place, je ne bouge pas. Je reste un mois avec les mêmes personnes, par exemple. Donc, c'est pas de la photographie de voyage, chose qu'on me dit souvent. Et puis, voilà, c'est des choses dont je rêvais et que j'ai fini par aller rencontrer. Les pyramides d'Égypte, c'est un peu pareil. Voilà, un petit résumé de quelques années qui ont passé dans cette quête d'images. Merci en tout cas d'être venu. Ah ben, venez boire un coup. Comment vous attendiez tous? Donc, oui, c'est